signez ici. Si vous voulez, appuyez-vous sur mon dos. N'oubliez pas de m'envoyer un double. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et aujourd'hui, et oui, on vient parler de Projet Dernière Chance, film que j'ai eu effectivement la chance moi-même de pouvoir voir en avant-première et qu'en l'occurrence j'étais très pressé justement de voir car il faisait vraiment partie de mes très grosses attentes de cette année pour plein de raisons déjà de base, mais en plus quand ils ont eu l'audace de pondre un trailer de 3 minutes au Super Bowl absolument oufissime sur en plus I Would Die For You de Prince, pour moi le truc il était direct vendu. Même si j'ai toujours un petit peu peur que ce genre de trailer particulièrement long en révèle un peu trop et qu'après il ne nous reste effectivement plus grand chose à découvrir sur l'histoire, surtout que les deux autres trailers font plus de 2 minutes aussi. Mais bon, d'un côté, sur un film de plus de 2h30, ce serait quand même un comble d'en avoir tout vu, n'est-ce pas ? Donc, Projet Dernière Chance, ou en version originale, Project Hail Mary, qui est donc l'adaptation d'un des 3 romans de Andy Weir, que j'ai rapidement cherché à lire quand la date de sortie du film est arrivée. Donc Andy Weir, qui était déjà à l'origine du roman dont est adapté Seul sur Mars, avec Matt Damon. Donc déjà comme ça, voilà, ça vous donne un petit peu une petite idée, pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur, du niveau de qualité du mec en termes d'écriture et d'univers. Donc Projet Dernière Chance qui va suivre Ryland Grace, donc un professeur de sciences qui se réveillera seul dans un vaisseau spatial atteint d'amnésie, très loin de la Terre, hein, donc exactement comme dans Seul sur Mars, hein, donc là, effectivement la thématique de la solitude est évidemment un point d'ancrage important du film, mais la mémoire va peu à peu finir par lui revenir et donc il se rappellera de ce pourquoi il est là, à savoir qu'en fait le soleil est en train de mourir à cause d'une substance mystérieuse, donc il faut trouver une solution pour le sauver parce que la survie de la Terre en dépend évidemment. Mais rapidement, Ryland va faire une rencontre peu conventionnelle qui va lui permettre de surmonter les épreuves de sa mission. Et bien sûr, je n'en dirai pas davantage. Donc vous l'aurez compris, on est vraiment sur un pur produit SF avec une optique donc un tant soit peu tangible, qui se doit donc de passer derrière de gros monuments du genre comme 2001 d'Odyssée de l'espace, Interstellar, Ad Astra, Gravity et j'en passe. Donc oui, il faut quand même savoir marquer un petit peu les esprits avec ce genre d'approche. Là où c'est vrai que les gens auraient plutôt tendance à préférer, dans le domaine de la SF, les voyages dans l'espace, dans de grandes épopées type space opéra. Le tout en plus ici sur un pitch qui reprend quand même quelques idées de base du Sunshine de Danny Boyle, puisqu'on évoque effectivement l'extinction du soleil, autrement dit voilà, on est un peu déjà en terrain conquis. Du moins c'est ce qu'on croit, parce que en fait c'est pas juste parce qu'un film a déjà parlé de l'extinction du soleil qu'on ne peut pas transcrire cette idée sous une autre forme, et en fait ici c'est le cas, sinon à ce rythme là on estimerait que tout film d'invasion alien c'est la même came, et alors dans ce cas tu mets sur un même pied d'égalité Independence Day et la guerre des mondes de Spielberg quoi. Donc non. Et en fait, si on a voulu adapter le bouquin d'Andy Weir, c'est pas anodin, au contraire, c'est parce qu'il a la matière pour. Sauf que le bouquin d'Andy Weir, il a une particularité qui rend de base la chose un peu beaucoup casse-gueule à adapter. C'est la narration. Je vous explique. En fait, le problème d'un film, c'est qu'il repose sur une promotion qui en dit parfois trop dessus. Et en l'occurrence, c'est le cas vraiment de Projet Dernière Chance. Je veux dire, tu regardes le moindre trailer, t'as compris le contexte général. Alors que la force du bouquin réside dans sa narration, comme je le disais, qui faisait en sorte que l'amnésie du personnage était en fait le point de départ et que c'est la découverte de son environnement qui va générer un retour de sa mémoire et donc faire ressurgir ses souvenirs et notamment ce pourquoi il est là. Donc en définitive, ces souvenirs vont venir structurer l'histoire et tous les enjeux et les faire avancer. Donc en fait, toi-même en tant que lecteur, tu découvres toute l'histoire et les causes de tout ce foutoir en même temps que le personnage. Donc forcément, si vous avez vu des trailers, vous savez de quoi il va en retourner. Alors pour les autres, si vous n'avez vu pas un seul trailer ou quoi que ce soit, j'annonce direct, n'en regardez pas davantage et filez voir le film quand il sera sorti parce que vraiment, il est excellent. Mais si le film respecte autant qu'il le peut cette construction narrative, eh bien effectivement, le moindre trailer
il en réduit inexorablement la portée, voilà, l'impact. Mais en cela, est-ce que ça rend le film moins bon ? Eh ben non, tout simplement parce que, en fait, derrière, on a affaire à des gens qui savent qu'on doit adapter effectivement un roman dont la narration est le point d'orgue et qu'il faut la respecter autant qu'on peut, mais aussi qui savent que parfois on ne peut pas transposer un récit en film comme on lit un livre et que tout l'aspect, comme je disais, promotionnel et commercial qui implique notamment un blockbuster, parce qu'on parle quand même d'un film à 200 millions de dollars, hein, c'est pas rien, eh bien tout cet aspect ne peut pas être négligé. Donc on doit là aussi s'adapter en conséquence. Et que si effectivement on en fait quand même un film, c'est parce que derrière, il y a quand même de la matière au-delà de la narration. Et donc quand je parle des personnes qui ont compris ça, on commence par Drew Goddard, à l'écriture. Voilà, c'est déjà un point fort. D'autant que le mec connaît bien la narration d'Andy Weir, puisqu'il avait déjà scénarisé Seul sur Mars. Et là-dessus, alors Drew Goddard, autant à la réalisation, je suis assez dubitatif, voilà, autant à l'écriture, c'est du pain béni ce mec. Et puis surtout, on a Phil Lord et Chris Miller à la réalisation. Et là, pour moi, c'est le combo gagnant. Parce que, en fait, Miller et Lord, alors, sont, selon moi, des génies qui savent vraiment s'adapter à tout et qui sont capables de faire un film avec n'importe quoi. Mais généralement, un bon film, voilà. Et là, les mecs, ils en apportent littéralement la preuve. Voilà, en livrant pour moi un bijou de science-fiction autant qu'un divertissement totalement frais et équilibré, malgré pourtant plein d'ingrédients pour parvenir à une telle recette. Même si tout à l'heure je citais effectivement les classiques du genre, mais il n'a pas spécialement la prétention de vouloir les égaler au final. Parce que en fait, oui, au-delà du fait d'être un film de SF avec donc une approche abordant des sujets complexes, et là-dessus il le fait très très bien, au-delà déjà d'une histoire généreuse, hein, il faut quand même le dire, hein, c'est pas pour rien effectivement, comme je le disais, qu'on adapte cette histoire. Eh bien en fait c'est ça, c'est que Projet Dernière Chance, c'est tellement plus que ça, et ce qu'il est essentiellement, et que les gens ne s'attendent pas du tout à voir avec ce genre, c'est en fait un pur feel-good movie. En fait, comment vous dire, il y a des phénomènes rares, voilà, dans l'univers qu'on ne peut par exemple identifier qu'une fois tous les je sais pas combien. Et ben en fait, Projet Dernière Chance, c'est un petit peu la même chose mais dans le monde du cinoche, parce que en fait, il est exactement tout ce qu'on attend du 7e art, mais en un seul film. Mais là où beaucoup s'y essayent pour finalement se casser les dents, et ben lui, il le réussit à chaque instant durant ces 2h30. Et ça, selon moi, ça mérite d'être applaudi. Parce que vraiment, tenir 2h30 en alternant parfois des genres totalement antinomiques, mais sans jamais souffrir d'aucune chute de rythme, moi je dis chapeau. Donc bien sûr, si tu viens chercher de la SF, oui, tu vas en bouffer. Même si la majorité du film se passe vraiment dans le vaisseau de Ryland, voilà, il va quand même nous inviter à la sortie dans le vide spatial et à la découverte de l'inconnu, avec notamment des plans magnifiques, hein. Même si, bon, oui, on est moins sur la recherche du grand plan spectaculaire statique, peut-être d'un Ad Astra ou d'un Gravity, mais il se dégage vraiment de la mise en scène de Miller et Lord une énergie beaucoup plus prononcé, ça c'est clair, même à travers notamment les couleurs, alors parfois très flashy liées à certains contextes, mais le show visuel est au rendez-vous. D'autant plus quand on te fout, alors Greg Fraser à la photographie, qui a encore fait un boulot monumental, notamment pour mettre en avant, par exemple, les jeux autour des zones d'ombre, comme par exemple lors de la découverte de Rocky, donc le petit alien rocailleux, il y a des plans elliptiques qui sont absolument magnifiques, vraiment, mais globalement voilà, dans la forme c'est super bien pensé, avec vraiment cette recherche parfois de rotation de caméra pour aider vraiment à nous immerger, mais davantage dans l'environnement spatial, ne serait-ce que par exemple lors de la toute première sortie dans l'espace du héros, alors tu le vois sortir la tête du sas et découvrir effectivement le vide sous ses yeux, hein, et en fait t'as le cadrage qui est vraiment parfait pour traduire un petit peu cette sensation de vide et de vertige du héros. Bon, d'ailleurs, moment assez rigolo, hein, parce que oui, faut surtout pas oublier chez qui on est, à savoir donc chez Miller et Lord. Donc l'humour, oui, ça c'est clair que ça les connaît, et pas qu'un peu. Et autant le dire tout de suite, le film est très, très drôle. Mais attention, hein, là où
peut-être qu'il y en a beaucoup qui pourraient s'inquiéter de l'humour choisi, vu qu'on a affaire à des mecs qui ont notamment été derrière 21 et 22 Jump Street. Non, là, le but, c'est pas non plus de tomber dans un délire, par exemple, à la folle histoire de l'espace, mais par contre de beaucoup jouer sur plusieurs catégories d'humour, voilà, que ce soit à travers des jeux de mots, des références notamment au cinéma, avec il y a presque un petit côté ludique à essayer justement de les retrouver, ces références, mais surtout, bah oui, à travers donc les interactions entre Ryland d'un côté, donc le scientifique, et son nouvel ami extraterrestre, notamment dû au fait d'essayer de comprendre la nature de l'un et de l'autre. Et puis il y a également une touche d'humour avec la manière de s'exprimer verbalement de Rocky, qui va rajouter une autre couche supplémentaire, d'autant que c'est un vrai moulin à paroles le truc, je vous jure. Alors je sais, il y en a qui vont me dire oui, mais enfin bon, s'il y a trop d'humour, ça tue toute l'intensité du film. Et ben en fait, c'est là justement la force de Miller et Lord, c'est que non, c'est blindé d'humour, comme je le disais, ça c'est clair, et même dans les moments carrément de tension, mais jamais ça ne désamorce l'efficacité recherchée. Voilà, on n'est clairement pas du tout sur une écriture de blagounette à la Marvel. Donc ça fonctionne à chaque fois sans casser justement la tonalité. Et d'autant plus que déjà, de base, le bouquin est assez comique. Voilà, donc on n'est pas hors sujet avec le ton du film. Mais effectivement, le suspense n'en pâtit jamais. Et là aussi, ça fait mouche, voilà, quand il le faut. Notamment lors des séquences d'action. Alors, d'action, plutôt de spectacle, parce qu'on est vraiment pris dans la crainte pour les personnages du fait notamment de l'attachement que l'on peut avoir pour eux, parce que, et là d'ailleurs c'est vraiment le tour de force du film, là où c'est vrai que Ryan Gosling paye toujours un petit peu le prix fort à coups de critiques autour de son jeu jugé souvent monolithique et émotionnellement plat, là en fait il commence vraiment de plus en plus à étoffer sa palette d'acting à travers ses derniers films, et là dans ce film, il cartonne littéralement, voilà, il est super attachant, il est drôle, et en fait très tôt, tu oublies que tu es en train de regarder Ryan Gosling pour accepter justement plus le personnage de Ryland Grace. Mais surtout, voilà, il faut pas l'oublier, ce film, c'est un film sur l'amitié et l'esprit d'équipe. Voilà, donc il faut absolument parler du boulot monstrueux autour de Rocky, le petit alien, parce que, alors, j'usais justement du terme monolithique pour Ryan Gosling, mais ça colle parfaitement à Rocky, puisque c'est une créature de pierre. Donc en plus, sans distinction possible de son visage, donc en fait, quand tu le regardes, tu sais pas s'il te montre sa tronche ou son cul, voilà. Et en fait, parvenir à insuffler autant d'émotions et de ressentiments à l'égard de cette entité, notamment par le cadrage et surtout par la gestuelle qu'il a, ça relève presque de la magie. Et ça, on le doit pas à n'importe qui, puisque faut savoir que la créature, en fait, elle a été conçue par Neil Scanlan, alors qu'il faisait partie justement de la Henson Company, notamment dans les années 80. Et donc, un mec avec un CV un petit peu de fou furieux. Mais pour ça, faut aussi lui donner vie, et cette force réside dans le fait qu'on a préféré user donc d'une marionnette plutôt que de CGI, afin que le côté palpable soit instantané, même si évidemment ça a dû passer par quelques retouches en post-production, et donc c'est James Ortiz qui en a été aux commandes, donc un marionnettiste renommé notamment dans le monde des planches de théâtre, mais qui offre effectivement pour la première fois ses services au monde du cinéma à travers ce film, et j'aime autant vous dire que pour lui c'est que le début, parce que le talent du mec, donc la manière pour lui de donner vie à ce morceau de caillou, et notamment l'association des gestes ou de la posture de la créature à ses paroles, elle est juste hallucinante. D'ailleurs, moi je vous le dis, si vous en avez l'occasion d'aller le voir, le film, repensez à ça, voilà, faites-y attention, ne serait-ce que 30 secondes. Donc le personnage marche instantanément, voilà, au point que moi je mets carrément quiconque au défi de ne pas vouloir avoir un Rocky pour ami, très clairement. Mais surtout, et d'ailleurs James Ortiz l'a évoqué en interview, elle contribue à cette amitié totalement improbable qui rappelle, selon ses dires, et c'est un petit peu justement la base de l'idée, c'est qu'il y a encore quelques années de cela, effectivement, il y avait ce sentiment de se retrouver après une longue période de confinement et de solitude. Donc cette amitié symbolise justement cette rupture liée à l'isolement et la solitude qui amène à faciliter effectivement les rapports. Alors la grosse force du film, enfin une des grosses forces parce qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est que au bout d'un moment, tu aurais tout à fait la légitimité de te dire que bon, Rocky, oui, effectivement, il a quand même un comportement très humain, trop peut-être même, ce qui paraîtrait particulièrement grotesque vu que ça reste un alien.
Mais sauf qu'en fait, t'es tellement pris dans cette proposition tourbillonnante que tu finis par t'en foutre. Voilà, littéralement. Voilà, tu te laisses imprégner par le récit et par justement ce duo et la vague d'émotions associées de toutes sortes qui t'est envoyée, quoi. Et comme je le disais, cet attachement, il devient un fer de lance du film, parce que c'est on va dire de là que tout le suspense va puiser sa force, et de surcroît l'aspect dramatique. Voilà, malgré le côté feel good movie, tu t'inquiètes forcément pour le sort des personnages, et même si on nous prévient de celui-ci très tôt dans le film, en fait ça va quand même nous affecter. Voilà, et en définitive, on va également aussi s'inquiéter pour l'humanité et le monde de Rocky. Donc voilà, les enjeux en fait ne disparaissent jamais et ils sont très nombreux. Et puis l'autre point qu'il faut pas oublier, c'est le rôle de la musique là-dedans. Donc composition de Daniel Pemberton, qui est notamment très doué pour vraiment les mélanges des genres. Voilà, il y a un petit peu touche à tout. Et ici, il livre quelque chose d'autant poignant et presque épique pour vraiment booster l'attention et le spectacle, que de plus classique pour, par exemple, aider à la légèreté du film. Donc ça va passer par exemple par du tango, de la pop, alors bien sûr en intégrant quelques hits, mais qui ne sentent pas trop le forceps pour donner un côté cool avec des titres qu'on a déjà usés dans 10 films. Hein. Voilà, non, on va vraiment éviter cette facilité. Mais globalement, oui, la musique, elle est prédominante et elle va jouer un rôle majeur dans les tons divers du film et leur transition. Après, oui, il est évident que pour ceux qui ont lu le bouquin, le film va quand même décevoir un peu sur un aspect, comme je le disais, même s'il est globalement fidèle, c'est sur la transcription de la narration, notamment quand les souvenirs de Ryland reviennent via des flashbacks, mais qu'on omet de montrer un peu les répercussions sur lui, de redécouvrir un petit peu à chaque fois quelques bribes de son passé. Du coup, oui, en fait, ces flashbacks, ils tombent un petit peu de manière forcée au moment où le scénario en a besoin. Donc voilà, ça fait pas très naturel, avec effectivement trop peu de distinctions symptomatiques, et pour moi, c'est vraiment le point discutable du film. Mais bon, c'est le seul sur lequel je peux vraiment tiquer, avec peut-être le fait aussi que Ryland assimile un peu trop rapidement et facilement son environnement. En tout cas, globalement, voilà, alors même si ça n'aura pas un effet similaire au roman du fait de cette narration très particulière, pour moi le film il a clairement pas à rougir d'une peur qu'on l'accuse de se moquer de son matériau de base, pour vraiment ici offrir un pur divertissement ultra généreux de 2h30 qui en fait te coche toutes les cases de ce que tu attends d'un film complet. Voilà. De toute façon, c'est bien simple. Y a encore une autre avant-première qui est planifiée avant la sortie nationale, c'est obligé, j'y retourne. Ce qui fait que, oui, projet Dernière Chance, ça finit instantanément dans mes coups de cœur de cette année 2026, d'autant plus qu'en fait, ça fait une éternité qu'on n'a pas vu un vrai bon blockbuster. Voilà, le dernier pour moi c'était F1. Donc non, je ne bouderai pas mon plaisir, avec effectivement l'espoir que le film cartonnera, parce qu'il en faut vraiment beaucoup plus des comme ça. Donc des films qui te donnent le sourire en sortant de la salle, quoi. Et alors vous savez, ce qui me dépite le plus, c'est que en y repensant avec un peu de recul, j'ose même pas imaginer ce qu'aurait été Solo Star Wars Story si Miller et Lord étaient restés à la réalisation. Je pense qu'on a vraiment loupé une dinguerie. Bref, voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de War Machine pour Netflix. Il fallait trouver Incassable, sorti en 2000 et réalisé par Shyamalan. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce film-là. Est-ce que vous l'attendez? Si vous l'avez vu en avant-première, dites-moi ce que vous avez ressenti. Parce que moi, effectivement, je suis peut-être un peu trop enthousiaste. Ceux qui ont lu le bouquin, n'hésitez pas aussi à me faire part un petit peu de vos critères à l'égard du film. Est-ce que vous vous en inquiétez ou pas? Parce que d'un côté, c'est vrai que... alors moi, j'ai pas lu le bouquin Seul sur Mars, mais visiblement... Enfin, The Martian, mais visiblement, le bouquin était quand même... pas mal retranscrit par Ridley Scott, de ce que j'ai cru comprendre. Donc je me dis que voilà, avec quand même des bons réalisateurs, toujours Drew Goddard au scénario et tout ça, je trouve que le taf a quand même été plutôt bien fait. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en attendez de ce film-là. Est-ce que vous pensez que véritablement il peut cartonner? Moi je l'espère vraiment, parce que
il le mérite amplement. Il le mérite vraiment. C'était un pur moment. Et quand j'ai vu tout le monde sortir de la salle, vraiment avec la banane, alors qu'on est sorti, il était minuit, quoi. On vient de se taper un film de 2h30, il est minuit, et tout le monde avait le sourire jusqu'aux oreilles. Et ça riait beaucoup dans la salle. Et ça, franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Donc voilà. N'hésitez pas bien sûr à liker et partager la vidéo. Bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!